Ma femme a paniqué, depuis combien de temps avons-nous des caméras? J'ai répondu, 1 semaine. 10 minutes plus tard, ma femme a essayé de supprimer la vidéo, et j'ai ri, j'ai déjà envoyé des copies à sa femme. Il était un peu plus de minuit, le soir du réveillon du Nouvel An, lorsque nous nous sommes garés dans l'allée, moi, fredonnant encore le dernier air de la fête, Chloé, déjà en train de faire défiler son téléphone comme si la soirée n'avait jamais eu lieu. L'air vif de l'hiver me piquait les joues, mais j'étais de bonne humeur jusqu'à ce que je voie notre porte d'entrée. Elle était grande ouverte. Je me suis figé. As-tu oublié de fermer la porte à clé? Chloé n'a même pas levé les yeux. Elle est passée devant moi comme si elle entrait dans un café. C'est toi qui es sorti le dernier, Julien, pas moi. Je l'ai suivi à l'intérieur, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Les lumières du salon étaient encore éteintes, mais la forme de l'espace était anormale. Les ombres ne se trouvaient pas là où elles auraient dû être. J'ai actionné l'interrupteur et j'ai senti mon estomac se nouer. Les tiroirs étaient ouverts. La télévision avait disparu. Les coussins étaient jetés sur le sol. Quelqu'un était passé par là, fouillant, farfouillant dans nos vies. J'ai cligné des yeux avec force. Chloé, on s'est fait cambrioler. Clairement, dit-elle. Sa voix était plate, comme celle de quelqu'un qui annonce le mauvais temps. Je me suis tourné vers elle. Tu n'as pas vérifié la porte à 2 fois? Nous sommes partis pendant des heures. Elle s'est retournée pour me faire face, posant enfin son téléphone. Oh, alors c'est de ma faute? Je n'ai pas dit ça. Non, tu l'insinues. Mais laisse-moi te poser une question. Où est le système de sécurité? Les caméras que je t'ai supplié d'installer il y a 6 mois? Celles dont tu disais que nous n'avions pas besoin parce que nous vivons dans une banlieue calme et ennuyeuse. Son ton était chargé de venin, et je ne m'y attendais pas après avoir vu notre maison dans cet état. Tu fais vraiment ça maintenant, ai-je dit. La maison a été saccagée, Chloé. Pouvons-nous nous concentrer sur ce qui est important? Elle a croisé les bras, le regard perçant. Tu veux parler de ce qui est important? Très bien. Ce qui est important, c'est que je t'ai demandé à plusieurs reprises de prendre des précautions de base, et tu m'as ignoré à chaque fois. Alors, ne fais pas le choquer quand quelqu'un entre comme dans un moulin. Je l'ai regardé fixement, essayant de trouver le moindre signe de peur ou d'inquiétude, mais il n'y avait que cette froide distance. Tu n'as même pas l'air surprise, ai-je marmonné. Parce que je ne le suis pas. J'ai cessé d'attendre que tu m'écoutes il y a longtemps. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais les mots sont restés coincés parce que, soudain, je ne savais plus si elle parlait du système de sécurité ou de quelque chose de beaucoup plus grand. Nous sommes restés là, dans les décombres de notre salon, 2 personnes entourées par les débris de bien plus qu'un simple cambriolage. Je me suis penché et j'ai commencé à ramasser la lampe renversée. Tu appelles les flics, ai-je demandé doucement. Non, dit-elle. Fais-le toi-même. C'est ton bazar. Elle s'est dirigée vers la cuisine. Pas de panique, pas de larmes, juste le silence et le jugement. Je suis resté là un instant, à regarder la table basse cabossée. Pendant des années, nous avions mené une vie de routine, le café du matin ensemble, les promenades avec le chien après le dîner, les soirées cinéma sur le canapé. Rien de grandiose, mais c'était à nous. Et maintenant, je ne savais pas ce que c'était. Peut-être que c'était le vol. Peut-être que c'était la façon dont elle me regardait, comme un étranger. Mais quelque chose s'est fissuré cette nuit-là, et ce n'était pas seulement la porte d'entrée. Et le pire? Je n'avais aucune idée si c'était le début, ou si cela avait déjà commencé il y a longtemps. Le lendemain matin fut plus calme que ce à quoi je m'attendais. Aucune conversation persistante sur le rapport de police. Aucune réflexion partagée sur ce qui venait de se passer. Chloé a à peine dit un mot en sirotant son café dans la cuisine. Moi? J'étais déjà à moitié dehors, veste zippée, déterminé dans chacun de mes pas. À 10 heures du matin, je me trouvais au milieu d'un magasin d'artis stériles, le genre avec trop de lumière fluorescente et un mur plein de boîtes noires brillantes promettant une protection. Mes mains ont hésité entre 2 modèles avant de se décider pour un, élégant, cher, de qualité professionnelle, le genre de système qui m'a coûté près de 2000 €. L'ironie ne m'a pas échappé. Maintenant, je faisais ce que Chloé avait demandé, des mois trop tard.
Mais ce n'était pas une question de culpabilité. C'était une question de contrôle. Quelque chose avait franchi notre porte d'entrée la nuit dernière, plus qu'un simple voleur, et j'avais besoin de sentir que je pouvais m'accrocher à quelque chose. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai rien dit au début, je suis juste passé devant Chloé, toujours en peignoir, toujours collée à son téléphone, portant la boîte sous mon bras. Elle n'a pas levé les yeux. Je me suis raclé la gorge. J'ai acheté les caméras. Système professionnel, sauvegarde dans le cloud, alerte de mouvement à la totale. Chloé n'a même pas jeté un coup d'œil vers moi, elle a juste fait défiler avec un doigt, son pouce se déplaçant vers le haut comme si c'était le mouvement le plus important au monde. D'accord, a-t-elle murmuré. Je comprends, ai-je dit. C'était tout. Pas de « merci ». Pas de soupir de soulagement. Pas même un faux sourire. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant une seconde, serrant la boîte plus fort que nécessaire. Tu veux m'aider à les installer, ai-je proposé. Elle a finalement levé les yeux, non pas avec intérêt, mais avec cette expression que je ne pouvais pas lire, presque comme de l'ennui. Non, dit-elle doucement. J'ai un appel dans quelques minutes. J'ai hoché la tête, même si rien dans tout cela ne semblait normal. Je suis sorti sans un mot de plus et je me suis mis au travail. Installer des caméras n'est pas techniquement difficile, mais percer des trous dans les coins de sa propre maison, ça fait quelque chose à un homme. Chaque vis que je serrais me donnait l'impression de colmater une fuite sur un bateau qui coule. La première caméra a été installée au-dessus de la porte d'entrée, je l'ai orientée pour que tout le porche soit visible. La suivante dans le salon, grand angle, parfaite pour l'espace principal. Une autre dans le couloir, une de plus à l'extérieur du garage. Alors que j'ajustais la dernière, j'ai entendu sa voix flotter faiblement depuis la cuisine. Non, je ne lui ai pas dit ça. Je ne pense même pas qu'il ait remarqué. Il est occupé avec son petit projet en ce moment. Une pause, un petit rire. Puis quelque chose de marmonné, trop bas pour que je l'entende. Je n'ai pas bougé. Une partie de moi me disait que ce n'était rien. Peut-être qu'elle parlait à une amie, se plaignant de la façon dont j'avais enfin décidé d'agir comme un mari. Mais ce rire, ce genre de rire discret et entendu, ne m'a pas plu. Quand je suis retourné dans la cuisine, Chloé a rapidement mis fin à son appel. Ses yeux n'ont pas rencontré les miens. Tu as fini, a-t-elle demandé, faisant un vague geste vers le plafond où la plus petite caméra noire clignotait d'une douce lumière bleue. Ouais, ai-je dit lentement. Tout est installé. Nous recevrons des alertes sur nos téléphones. Je t'ai aussi donné l'accès. D'accord, a-t-elle répondu en reprenant son téléphone. Ça me va. Je suis resté là un moment, attendant quelque chose. Peut-être de la curiosité. Peut-être juste un vrai regard dans ma direction. Mais il n'y avait rien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert le placard pour ranger la perceuse. Mes mains tremblaient encore un peu. Peut-être à cause de la caféine. Peut-être à cause du sentiment que ce que Chloé et moi avions, était en train de disparaître sous mes pieds. Elle n'a pas demandé combien coûtait le système, n'a pas demandé comment il fonctionnait, elle ne semblait même pas s'en soucier. Et pourtant, c'est elle qui voulait cela il y a des mois. À l'époque, elle disait que c'était pour avoir l'esprit tranquille, pour protéger ce que nous avions construit. Alors pourquoi, maintenant que je l'avais enfin fait, avais-je l'impression de me protéger d'elle? Cette nuit-là, après qu'elle soit montée tôt avec son téléphone et un verre de vin, je me suis assis seul sur le canapé, ordinateur portable ouvert, parcourant le flux de sécurité. Rien sur les caméras, juste l'immobilité, une maison silencieuse, des pièces immobiles. Mais d'une certaine manière, tout en moi semblait en mouvement, comme si quelque chose avait déjà changé, et que je ne l'avais tout simplement pas enregistré. Il était près de minuit quand je suis enfin monté me coucher. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du chauffage qui se mettait en marche. Chloé était déjà appuyée contre son oreiller, le téléphone éclairant son visage comme un feu de camp. Elle ne m'a pas jeté un regard, n'a même pas bougé. J'ai regardé la lueur bleue danser sur sa peau, ses doigts tapant message après message. À qui envoies-tu des messages, ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Elle n'a pas levé les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est presque minuit, dis-je lentement, et tu m'as à peine parlé depuis le dîner. Chloé a soupiré,
de manière profonde et théâtrale. Je ne fais rien de mal, Julien. Juste envoyer des messages à des amis tous les soirs pendant des heures, ai-je demandé. Ça a suffi. Elle a baissé le téléphone juste assez pour croiser mon regard. Son expression n'était pas de la culpabilité, c'était de l'offense. Tu surveilles sérieusement mon temps d'écran maintenant? Non, ai-je répondu calmement. Je remarque juste des choses, comme le fait que tes yeux n'ont pas quitté ce téléphone depuis 2 heures. Mon Dieu, marmonna-t-elle en balançant ses jambes hors du lit. C'est reparti. C'est reparti, ai-je répété. Chloé, je ne t'accuse de rien. Je suis juste attentif. Elle était maintenant debout, les bras croisés, la voix s'élevant. Tu te crois subtil, n'est-ce pas? D'abord les caméras, maintenant ça. Quelle est la prochaine étape? Un GPS sur ma voiture? Un traceur dans mon sac à main? Je me suis assis lentement, en gardant ma voix calme. J'ai installé les caméras parce que nous avons été cambriolés. Non, a-t-elle lancé. Tu les as installées parce que j'ai dit quelque chose qui t'a fait te sentir petit. Et maintenant, tu joues au détective, en prétendant que c'est pour la sécurité alors qu'en réalité, c'est pour le contrôle. Je n'essaie pas de te contrôler, ai-je dit. J'essaie de me connecter avec toi, mais tu ne m'as pas rejoint à mi-chemin depuis des jours. Parce que je ne veux pas me connecter, a-t-elle sifflé, pas quand tout ce que je dis est disséqué comme une preuve. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Je suis resté silencieux, laissant la douleur s'installer entre nous. Chloé se tenait là, respirant fort, puis elle a secoué la tête et a attrapé son peignoir sur le crochet. « Où vas-tu » ai-je demandé doucement. « Dans la chambre d'amis » dit-elle sèchement. « J'ai besoin d'un peu d'espace. » Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement regardé sortir de la pièce, la porte se refermant derrière elle avec une finalité délibérée. Le silence qui a suivi était assourdissant, presque insupportable. Je me suis recouché lentement, les yeux attirés par la petite lumière clignotante de la caméra sur l'étagère de la chambre stable, silencieuse, observant. Et pour la première fois depuis que je les avais installées, je me suis demandé si elles enregistraient quelque chose d'important ou si elles ne faisaient que capturer le lent effilochage de quelque chose que je ne pouvais plus maintenir. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine, encore vaseux d'une nuit de sommeil interrompue. La porte de la chambre d'amis était fermée, l'air dans la maison étrangement calme. Je pensais que Chloé m'éviterait pour la journée. J'avais tort. Elle était déjà debout, habillée, maquillée, et sirotait son café comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Une valise était posée près de la porte. « Bonjour » a-t-elle gazouillé, affichant un grand sourire. « Je pars ce week-end. Un séjour au spa avec les filles. » Je l'ai regardé fixement, clignant des yeux. « Un séjour au spa. » « Oui, moi, Tessa, Claire et Léa. On le planifie depuis des semaines, a-t-elle dit en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu sais, massage, soins du visage, eau au concombre, ce genre de choses. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la valise, le sourire parfaitement étudié, le calme sans faille. Où exactement, ai-je demandé. Un endroit à Aix-les-Bains. On fait du covoiturage depuis chez Tess, a-t-elle ajouté en attrapant déjà son manteau. J'ai hoché la tête lentement. Ça a l'air sympa. Et toi, a-t-elle demandé, le ton toujours léger. Tu as des projets pour le week-end? J'ai attrapé mon thermos dans le placard. En fait, oui. Chalet dans les Alpes avec Marc et les gars. Chloé s'est arrêtée une demi-seconde, à peine perceptible. Tu n'en avais pas parlé. Toi non plus, ai-je dit d'un ton égal. Elle a ri légèrement, presque de manière enjouée. Eh bien, alors je suppose que nous sommes tous les deux spontanés cette semaine. Elle a envoyé un baiser dans l'air près de ma joue et est sortie en coup de vent. Au coucher du soleil, j'étais à plusieurs centaines de kilomètres de là, debout sur la terrasse d'un chalet de montagne tranquille, surplombant d'infinis pins saupoudrés de neige. C'était le genre d'endroit où l'air sentait la fumée de bois et le silence. À l'intérieur, Marc débouchait quelque chose de chic, et les autres gars jetaient des bûches dans le feu comme si c'était un concours. Puis mon téléphone a vibré. Alerte de mouvement. Caméra du salon. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être un livreur. Peut-être le vent.
Mais quand j'ai appuyé sur la notification, ce que j'ai vu a fait s'effondrer le sol sous mes pieds. Chloé, pas dans un spa. Elle était dans notre salon, portant les mêmes vêtements qu'à son départ, seulement maintenant elle n'était pas seule. Il est entré derrière elle comme s'il l'avait déjà fait auparavant. Il se déplaçait avec une familiarité répugnante. Son rire, le même rire qu'elle utilisait avec moi, a retenti alors qu'elle se penchait vers lui. Ils se sont embrassés, pas rapidement, pas avec incertitude, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient répété. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas bronché. Je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone toujours à la main, le cœur battant comme un tambour lent dans ma poitrine. Et puis, sans aucune émotion dans la voix, j'ai ouvert mes contacts et j'ai appelé l'inspecteur Lambert, un gars que je connaissais depuis le lycée, qui travaillait maintenant en cybercriminalistique. Quand il a décroché, je n'ai pas perdu de temps. Lambert, j'ai besoin d'une faveur. J'ai une vidéo. J'ai besoin de l'envoyer à la femme d'un autre. Il a fait une pause. Tu es sérieux? Tout à fait sérieux, ai-je dit. Un instant de silence. En voilà. Je m'occupe du reste. J'ai raccroché et j'ai regardé le flux de la caméra quelques secondes de plus, juste jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté assis là, silencieux, immobile, respirant l'air froid de la montagne qui semblait en quelque sorte plus pur que tout ce que j'avais eu chez moi depuis des mois. Il était un peu plus de minuit, et la montagne était silencieuse, à l'exception du murmure du vent qui soufflait à travers les pins. J'étais assis seul sur la terrasse arrière du chalet, enveloppé dans une veste en flanelle, le froid me mordant les joues. Un verre de bourbon reposait dans ma main, la neige à moitié fondue craquant sous mes bottes. Marc a fait glisser la porte vitrée et est sorti à côté de moi, tenant son propre verre. Il n'a rien dit au début, il s'est juste tenu à côté de moi, admirant la vue. Le clair de lune frappait la neige comme du verre, le genre de nuit qui aurait dû être paisible. Au lieu de ça, j'avais l'impression que mes entrailles étaient en feu. Elle n'a même pas hésité, ai-je marmonné. Elle n'a même pas bronché. Marc a hoché la tête lentement et a siroté son bourbon. Tu as envoyé la vidéo? Oui, ai-je dit, à sa femme. Elle méritait de savoir. Silence. Le bon genre. Celui que seul un vieil ami peut offrir sans que cela ne devienne gênant. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, le verre pendant mollement d'une main. C'est la façon dont elle m'a menti en plein visage. La valise près de la porte. La mention délibérée de ses amis. Chaque partie était répétée. Elle est douée pour ça, a dit Marc calmement. Trop douée. C'est comme ça que tu sais que ce n'est pas nouveau. J'ai jeté un coup d'œil de côté vers lui. Tu penses que ça dure depuis un moment? Il m'a regardé comme si je connaissais déjà la réponse. On ne change pas du jour au lendemain pour tout risquer, à moins d'avoir déjà franchi cette ligne une douzaine de fois dans sa tête. Elle était partie, Julien. Elle est partie depuis longtemps. Tu ne fais que rattraper ton retard. J'ai regardé le verre dans ma main. Mon reflet ondulait dans le liquide ambré. Des yeux fatigués, une mâchoire serrée. Je ne cesse de repasser chaque conversation, ai-je dit, essayant de comprendre quand ça a commencé. Quand je l'ai perdu. Marc a expiré par le nez, son souffle visible dans le froid. Mauvaise question, mon ami. Tu ne l'as pas perdue. Elle est partie. C'est différent. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Je ne pense même pas qu'elle le regrette, ai-je chuchoté. Elle n'avait pas l'air coupable. Pas le moins du monde. Juste. À l'aise. Marc s'est tourné complètement vers moi, sa voix plus basse maintenant. Alors peut-être que c'est ta réponse. Tu as tout fait correctement. Tu es resté. Tu t'es battu. Et maintenant, c'est fini. Elle a fait son choix. J'ai regardé la crête où la neige recouvrait le monde si complètement que cela ressemblait à une page blanche. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une autre alerte. Probablement Chloé envoyant une excuse ou le système m'informant qu'elle était partie avec lui. Je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers le bord de la terrasse et, sans un mot, j'ai jeté le téléphone dans le banc de neige en contrebas. Il a disparu avec un bruit sourd,
comme un chapitre qui se ferme. Marc l'a regardé atterrir, puis a levé son verre. Maintenant, tu es libre. Laisse la colère passer. Laisse la détermination prendre le dessus. J'ai regardé la neige un instant de plus, puis j'ai bu d'un trait le reste de mon bourbon. Et pour la première fois depuis des semaines, je l'ai ressenti. Pas la paix, pas la clôture, mais quelque chose de mieux. La clarté. Je me suis garé dans l'allée juste après 8 heures, les phares balayant le porche où cette petite caméra clignotante veillait toujours silencieusement. La neige des Alpes m'avait suivi jusqu'à la maison, saupoudrant la rue et le trottoir d'un givre silencieux. La maison était sombre, à l'exception de la lampe du salon, faible et chaude à travers la fenêtre. Je suis entré sans un bruit, traînant mon sac de sport derrière moi. Chloé était sur le canapé, seule. Elle a tourné la tête lentement quand la porte s'est ouverte et s'est figée comme si elle avait vu un fantôme. Son téléphone a glissé de sa main sur les coussins, oublié. « Tu es de retour », dit-elle, la voix plus fine que d'habitude. J'ai hoché la tête une fois, calmement. Oui. Elle s'est redressée, rentrant ses jambes sous elle, essayant d'avoir l'air détendu, mais ses yeux racontaient la véritable histoire. Il passait de moi au sac que je portais, à la porte derrière moi, comme si elle ne pouvait pas décider pour quelle sortie se préparer. « Je pensais que tu ne revenais pas avant lundi », a-t-elle ajouté. J'ai changé d'avis. J'ai posé mes clés sur la table près des escaliers et j'ai enlevé mon manteau. Elle s'est levée, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Je pouvais dire qu'elle se préparait à quelque chose, mais ne savais pas de quelle direction cela viendrait. « Il s'est passé quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Silence. Son visage a eu un tic. Les coins de sa bouche se sont contractés, sa mâchoire s'est crispée. « Avec Marc ? » Non, dis-je simplement. « Avec toi. » Le silence entre nous n'était plus seulement lourd. Il était dense, comme si les murs s'étaient rapprochés d'un pouce, et qu'aucun de nous ne voulait respirer le premier. Elle a fait un pas en avant, puis a hésité. « Julien », sa voix s'est adoucie, cherchant le bon ton, « si c'est à propos de quelque chose que tu penses avoir vu. » « Depuis combien de temps avons-nous des caméras ?» ai-je demandé, la coupant. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. « Quoi ?» J'ai laissé tomber le sac de sport sur le sol à côté du canapé. « Les caméras. Quand les avons-nous installées ?» Son visage a pâli. « Juste une nuance. Juste assez. » Sa voix a vacillé. « Nous. Je veux dire, tu les as installés la semaine dernière, non ? » Je l'ai regardé d'un air égal. « Il y a exactement une semaine. » Sa main est montée à sa tempe comme si elle avait soudainement mal à la tête. Elle s'est détournée de moi, a fait 2 pas, puis s'est arrêtée. « Je ne savais pas », a-t-elle chuchoté. « Je ne pensais pas qu'elles étaient déjà allumées. » Elle l'était, ai-je dit. Chaque minute. Elle s'est retournée vers moi. « Julien, ce n'est pas ce que tu penses. » Je n'ai rien dit, j'ai juste commencé à déballer mon sac. Une chemise, un chargeur, des chaussettes. Des mouvements calmes et méthodiques. Elle m'a regardé, respirant superficiellement. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» J'ai refermé la fermeture éclair du sac, le pliant soigneusement au bout du canapé. « Parce que je voulais voir ce que tu ferais en pensant que personne ne regardait. » Chloé n'a pas parlé. Elle est restée là, les mains agitées à ses côtés. « Est-ce que ça en valait la peine ?» ai-je demandé, sans la regarder. Elle a reculé comme si la question l'avait physiquement repoussée. « Julien, je ne demande pas d'explication, ai-je dit calmement. Pas ce soir. » Elle a dégluti difficilement. « Alors, et maintenant ?» Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre dans le placard et je l'ai rempli lentement d'eau du réfrigérateur. Le son du filet d'eau était le seul bruit dans la pièce. « Tu peux rester pour la nuit, » ai-je dit sèchement, « si tu en as besoin. » Elle n'a pas répondu. Le verre était plein. Je l'ai posé sur le comptoir, puis je l'ai enfin regardé de nouveau. Mais n'insulte aucun de nous deux en prétendant que cela ne s'est pas produit. Les épaules de Chloé se sont affaissées. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle s'est appuyée contre le bras du canapé et s'est assise lentement,
comme si ses jambes avaient abandonné leur simulacre de force. Le silence entre nous s'était tiré, long et suffocant. Et au-dessus de nous, sur l'étagère du couloir, la petite lumière bleue de la caméra clignotait régulièrement, observant, enregistrant, se souvenant. Si cette partie vous touche, donnez un pouce levé à la vidéo. La maison était silencieuse le lendemain matin, trop silencieuse. J'entendais le bourdonnement lointain du lave-vaisselle, le faible tic-tac de l'horloge du couloir, mais rien d'autre. Chloé n'avait pas dit un mot de toute la matinée. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je suis revenu du garage. Sa tasse était encore pleine sur le comptoir. Téléphone abandonné, pas de clé, pas de veste partie. Elle était toujours là. Et puis je l'ai entendu, à peine audible, le clic, clic, clic rapide et répétitif d'une souris. Depuis le bureau. J'ai descendu le couloir lentement, le poids de chaque pas faisant grincer le bois sous mes pieds. Quand j'ai tourné le coin, je l'ai vue assise à mon bureau, le dos voûté, les yeux rivés sur l'écran. Ses doigts bougeaient vite, la souris filant à travers les dossiers et les fichiers comme si elle faisait la course contre la montre. L'écran de l'ordinateur affichait le tableau de bord de la surveillance à domicile, flux, stockage, clip, horodatage. Elle les supprimait un par un. Tu es un peu en retard, ai-je dit. Chloé a sursauté comme si j'avais tiré un coup de feu derrière elle. Elle s'est retournée sur sa chaise, le visage pâle et les yeux écarquillés de culpabilité. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai eu un rire unique et froid. Vraiment? Parce que ça ressemble exactement à quelqu'un qui essaie de supprimer des preuves. Je n'allais pas, elle s'est arrêtée, sa voix se brisant dans sa gorge. Julien, s'il te plaît. C'est une erreur. Si quelqu'un voit cette vidéo, tu vas ruiner des vies. Je n'ai rien ruiné, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Elle s'est levée, la voix montant de panique. Tu n'avais pas le droit d'envoyer cette vidéo? J'en avais tout à fait le droit, ai-je dit. Tu as fait entrer cet homme dans ma maison. Tu as menti encore et encore. Alors, j'ai donné à sa femme ce qui lui était dû. La respiration de Chloé était rapide maintenant. Elle s'agrippait au bord du bureau comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Tu ne comprends pas ce que cela pourrait faire. Il n'est pas seulement un sénateur, les jeux coupés. Oui, j'ai compris ça. Elle a cligné des yeux. Sa panique s'est intensifiée. Alors tu comprends pourquoi tu dois annuler ça. Il ne s'agit plus seulement de moi. Je n'ai rien à annuler, ai-je dit en croisant les bras. Les fichiers sont sauvegardés sur un serveur distant. Sa femme les a reçus hier. Le visage de Chloé s'est décomposé un instant. Elle avait l'air petite, brisée. Puis soudain, son expression s'est durcie. Tu es malade, a-t-elle sifflé. Espionner ta propre femme, envoyer des vidéos privées à des étrangers. J'ai penché la tête. Des vidéos privées dans ma maison. Elle est passée en trompe devant moi pour se rendre dans le salon, attrapant son téléphone sur le canapé. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait un numéro. Allô? Oui, j'aimerais signaler un incident, a-t-elle lancé. Mon mari a installé une surveillance sans mon consentement. Il me harcèle. Je ne me sens pas en sécurité dans ma propre maison. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, la regardant, calme, silencieux. Chloé m'a tourné le dos, chuchotant dans le téléphone comme si elle se présentait déjà en victime. La police est arrivée 15 minutes plus tard. 2 officiers, calmes et courtois, sont entrés avec un carnet et un scanner. Chloé a bondi pour les accueillir, la voix tremblante. Il m'observe, enregistre des choses. Il ne m'a pas dit qu'il installait des caméras, et maintenant il utilise les images comme une arme. L'un des officiers s'est tourné vers moi. Monsieur, pouvez-vous expliquer ce qu'il se passe? Bien sûr, ai-je dit en les conduisant au bureau. Après que notre maison a été cambriolée le jour de l'an, j'ai installé un système de sécurité légale, basé sur le cloud. Les caméras ne couvrent que les zones communes, le porche, le salon, le couloir et l'entrée du bureau, le tout dans le respect des limites habituelles de la vie privée. Le plus jeune officier a tapoté sur sa tablette. Avez-vous les reçus d'installation et une preuve de notification? Je lui ai tendu la facture du magasin d'électronique et j'ai ouvert l'application sur mon téléphone. Et pour ce qui est de la notification,
j'ai prévenu ma femme le jour où je les ai installés. Elle a répondu, je comprends. Les deux officiers ont échangé un regard. L'un d'eux a hoché la tête. Tout semble conforme. Caméra dans les espaces partagés avec notification verbale. Aucune loi n'a été enfreinte. La bouche de Chloé s'est ouverte, but aucun mot n'est sorti. Elle les a simplement regardés comme si le sol l'avait aussi trahi. L'officier s'est retourné vers elle. Madame, à moins que vous ne puissiez prouver une intention de nuire ou de harcèlement, il n'y a pas de crime ici. C'est un différend d'ordre privé, pas une affaire criminelle. La voix de Chloé est tombée à un murmure. Mais il a envoyé la vidéo. L'officier a de nouveau soupiré. Propriété légale. Si elle a été capturée sur son système dans sa maison et partagée avec un autre adulte impliqué dans la situation, ce n'est pas une affaire de police. Ils ont rangé leur tablette, m'ont salué respectueusement de la tête et sont sortis. Je suis resté dans le couloir, regardant Chloé s'effondrer sur le bras du canapé comme si tout s'était dégonflé en elle. Je n'ai pas dit un mot. Le silence en disait assez. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je n'en avais pas besoin. Il y avait une sorte de calme étrange dans la maison, une absence à la fois de culpabilité et de supposition, le genre de silence qui n'arrive que lorsqu'une tempête est passée et qu'il ne reste que des débris. En vérité, je suis resté assis dans le salon avec la télévision en sourdine, faisant défiler les titres des nouvelles pendant qu'une tasse de thé chaud fumait dans ma main. La vidéo de sécurité avait fait son travail, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des répercussions au-delà de mon Porsche. Puis je l'ai vue. Dernière minute. Au centre de l'écran. Le sénateur en pleine ascension Olivier Perrin lié à une liaison extra-conjugale dans une vidéo de surveillance divulguée. Ils ont flouté le visage de Chloé, du moins dans la première vague d'articles, mais le langage corporel, le décor, la chronologie c'était indubitable. Ils ont même utilisé une image fixe ralentie de ma propre caméra de couloir. La vidéo était devenue virale. Les commentateurs exhumaient déjà les discours de campagne de Perrin sur les valeurs familiales, le dénonçant pour son hypocrisie. Un article a même décrit la vidéo de sécurité domestique comme « étrangement poétique ». Je me suis adossé, laissant la chaleur du thé pressé contre mes paumes. Je n'avais pas divulgué la vidéo. Je n'en avais pas eu besoin. Sa femme l'avait fait. Je pouvais le sentir dans la façon dont les médias avaient chaque horodatage, chaque angle, chaque pièce étiquetée comme une pièce à conviction au tribunal. Ce n'était pas une fuite par vengeance. C'était de la stratégie, intentionnelle, et ça a fonctionné. Chloé n'est pas descendue avant 10 heures. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi du tout, les yeux gonflés, les lèvres pincées. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait son téléphone. Elle ne m'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà. En quelques minutes, elle courait de pièce en pièce, attrapant des vêtements, fourrant le contenu des tiroirs dans une valise comme si la maison était en feu. Elle a fait tomber des cintres, a claqué la porte de la salle de bain, a crié dans son téléphone à voix basse et par bribes décousues. Je ne savais pas que ça deviendrait public. Non, je ne savais pas. Olivier, tu ne peux pas me rejeter la faute dessus. Plus de bruissement. Une deuxième valise. Et puis les pleurs ont commencé. Pas doux, pas subtil. Le genre de pleurs qui vient lorsque votre monde entier se réduit à la taille d'une valise et d'un écran plein de titres. Je ne suis pas allé vers elle. Je n'ai pas parlé. Au lieu de cela, je suis sorti sur la terrasse arrière, le thé à la main, et je me suis assis dans ma chaise habituelle. Le ciel s'était ouvert, laissant tomber une pluie douce et régulière. J'ai écouté le bruit sourd de ses talons sur le parquet, la fermeture éclair stridente de la valise, le grincement de la porte d'entrée. Et puis, comme ça, Chloé est sortie en courant sous la pluie. Sans parapluie, sans veste, juste des larmes, le chaos, et le poids de tout ce qu'elle avait essayé de cacher. Elle n'a pas regardé en arrière. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je suis juste resté assis là, à regarder l'eau glisser du bord de la table, sentant la vapeur du thé se mélanger au froid de l'air. Ce n'était pas la justice. Pas exactement. Mais c'était suffisant. 3 semaines plus tard, sa chaise dans la salle d'audience était toujours vide. Pas de message, pas de courriel, pas d'appel critique au milieu de la nuit. Chloé avait disparu.
Ce n'était pas dramatique comme dans les films. Elle n'est pas partie avec un discours final ou en laissant une traînée d'excuses derrière elle. Juste une nuit d'orage, une valise, et l'écho de la porte d'entrée qui se referme. Et depuis, le silence. Je me suis présenté à chaque audience. J'ai porté le même blazer marine. J'ai apporté le même dossier de documents. Je me suis assis sur le même siège pendant que mon avocat, Maître Dubois, un type vif d'esprit et à l'humour sec qui buvait du café noir comme si c'était un mode de vie, feuilletait des papiers et attendait avec moi. Toujours aucun signe d'elle, a-t-il demandé à nouveau, parcourant le dossier intitulé Affaire Bernard. Non, ai-je dit. J'imagine que les soins du visage et le scandale ne vont pas de pair. Maître Dubois a eu un sourire en coin, sans même lever les yeux. Tu sais, en 10 ans de pratique, je n'ai jamais vu une partie défenderesse ne plus donner signe de vie pendant son propre divorce. Elle a toujours eu le sens du timing, ai-je marmonné en me penchant en arrière. Le greffier a de nouveau appelé, le nom complet de Chloé résonnant dans la pièce comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Toujours aucune comparution, a noté sèchement le juge. Nous procéderons à un jugement par défaut s'il n'y a pas de contact d'ici la fin du mois. À l'extérieur du palais de justice, la brise sentait l'hiver qui renonçait. Les trottoirs étaient encore humides, mais l'air avait cette fraîcheur du début du printemps. Je me suis tourné vers Maître Dubois alors que nous atteignions sa voiture. Tu sais quel est le pire dans tout ça? Il a haussé les épaules. Quel est pris ta meilleure casserole? Non, j'ai souri faiblement. C'est elle qui a demandé les caméras il y a des mois. Elle a dit qu'on en avait besoin pour se sentir plus en sécurité. Il a haussé un sourcil, appréciant clairement l'ironie. Et ces mêmes caméras sont la raison pour laquelle elle est partie. J'ai hoché la tête. Maître Dubois a gloussé pour lui-même. Tu devrais écrire un livre. Comment attraper un menteur en utilisant ses propres suggestions? Peut-être. J'ai jeté un coup d'œil vers le parking. Ce ne serait pas une longue lecture, cependant. Juste un chapitre, écoutez quand le silence change. Il m'a tapé sur l'épaule. Eh bien, si elle ne se présente pas d'ici vendredi prochain, tu repars avec la maison, la voiture, et sans pension alimentaire. Je me fiche de la voiture, ai-je dit. Ou de la maison. Maître Dubois a penché la tête. Alors, que veux-tu? J'ai levé les yeux vers le ciel gris pâle. Rien, ai-je dit. C'est tout l'intérêt. Parce que quelque part entre cette lumière bleue clignotante et le son de la fermeture éclair de sa valise, j'avais lâché prise. Elle ne me devait pas de conclusion. Et je ne lui devais pas mon pardon. Maintenant, elle était un souvenir, une leçon, pas une blessure. C'est un mercredi après-midi tranquille que j'ai reçu le message. Un numéro inconnu avec seulement 3 mots, retrouve-moi ce soir. En dessous, une adresse, dans un ancien quartier industriel reconverti de Lyon. J'aurais dû le supprimer, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose dans la façon dont c'était écrit calme, précis me rappelait quelqu'un. Alors, j'y suis allé. L'adresse m'a conduit à un loft aménagé, niché au-dessus d'un ancien magasin de textiles. Briques apparentes, au plafond, une lumière jaune tamisée suspendue à des cordons. Ça sentait légèrement les vieux livres et le vin rouge. Et elle était là, Nora Perrin, la femme du sénateur Perrin, celle à qui j'avais envoyé la vidéo. Elle était assise près de la fenêtre, vêtue de noir, les jambes croisées, un verre de vin à la main. Elle ressemblait au genre de femme qui savait comment mettre le feu à une pièce juste en allumant une allumette. « Vous êtes venu, dit-elle, sa voix froide mais pas méchante. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle a désigné la chaise en face d'elle. Vous avez probablement supposé que j'enverrais des avocats ou la police. J'ai supposé qu'un merci était peu probable. Nora a eu un petit rire amusé. Non, je ne remercie pas les hommes de faire ce qui est juste. Mais je leur offre un verre. Elle m'a versé un verre sans me demander ce que je préférais. Rouge, vif, sec. J'ai pris une gorgée, l'observant par-dessus le bord du verre. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle s'est légèrement penchée en avant, la voix baissant. Une explication. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Chloé, commença-t-elle, était surveillée. Pas par vous, pas seulement par moi, mais par 2 personnes très discrètes et très persistantes qui travaillent pour le ministère de la Justice.
J'ai cligné des yeux. Pardon? Elle a hoché la tête lentement. La brigade financière. Perrin blanchissait de l'argent de donateurs via des sociétés de bien-être écran. Devinez qui a signé certains des faux formulaires de fournisseurs? Ma gorge s'est nouée. Chloé. Votre femme était répertoriée comme directrice financière d'une chaîne de spas inexistante. Ils ont utilisé ses qualifications, ses comptes professionnels, certains faux, certains réels. Tout remontait à votre maison. J'ai posé le verre brutalement. Vous voulez dire qu'elle était de mèche? Profondément, a dit Nora sèchement. Et au moment où la vidéo est devenue publique, quelqu'un à la brigade financière a réalisé qu'il pouvait enfin établir un lien entre sa vie privée et les finances de sa campagne. Je me suis adossé, le poids de tout cela s'installant comme une pierre dans ma poitrine. Alors, ils ont fui. Nora a fait tourner son vin. Il y a 3 jours. J'ai privé depuis Genève et disparu avant que le mandat ne puisse être signé. Il a disparu des radars. Elle aussi. Je l'ai regardé fixement. Et moi? Elle a levé les yeux, son regard devenant soudainement perçant. Il ne vous a jamais impliqué. Pas entièrement. Il ne vous a jamais assez fait confiance. Vous n'étiez pas sur les papiers, pas en copie des courriels. Vous n'étiez rien d'autre qu'un mari qu'elle ne respectait plus. J'ai expiré lentement. Alors, elle m'a trahi. Et cette trahison m'a sauvé. Nora a levé son verre. L'ironie a meilleur goût avec du vin, n'est-ce pas? Nous avons trinqué. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Juste entendu. Alors pourquoi me dire tout ça, ai-je demandé. Parce que je pensais que vous méritiez de savoir dans quoi vous avez failli être entraîné, elle s'est levée, se déplaçant vers la fenêtre, et parce que vous m'avez envoyé la vérité quand personne d'autre ne le voulait. J'ai regardé par la fenêtre à côté d'elle. Les lumières de la ville se brouillaient au loin. En bas, la vie continuait. Des voitures, des gens, des bruits ordinaires. Vous n'allez pas les poursuivre, ai-je demandé. Elle a souri faiblement. Laissons la justice chasser les fantômes. Moi? J'ai déjà gagné. Je garde la maison, ses actifs, ses chiens, tout sauf son nom. J'ai hoché la tête lentement. Malin. Nécessaire. Et sur ce, elle est retournée à son vin, et je me suis levé pour partir. Merci pour le verre, ai-je dit doucement. Nora n'a pas regardé en arrière. Merci pour la preuve. J'ai quitté le loft avec le col de mon manteau relevé, le cœur battant pour des raisons que je ne comprenais pas entièrement. J'étais passé près, si près de faire partie d'un incendie que je n'ai vu que lorsqu'il brûlait déjà. Et d'une manière ou d'une autre, sa méfiance à mon égard m'avait tenu à l'écart des flammes. Cela faisait 1 mois depuis le loft. 31 jours tranquilles. Pas d'alerte. Pas de nouvelles de dernière minute. Pas de Chloé. J'étais retourné à la reconstruction, repeignant les murs, donnant de vieux meubles, arrachant les mauvaises herbes du jardin à la main, juste parce que ça faisait du bien d'arracher quelque chose à la racine. Le système de sécurité clignotait toujours tranquillement dans le coin, mais je ne le vérifiais plus beaucoup. Puis, un jeudi matin d'août, alors que je fermais la porte pour me rendre à mon nouveau bureau en ville, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait. Le message était court, sans ponctuation, juste des mots, j'avais tort. Je le vois maintenant. J'ai laissé l'argent et le confort m'aveugler. Je pensais tout gagner, mais j'ai perdu la seule personne qui m'ait jamais vu. Puis un deuxième, quelques secondes plus tard, j'espère que tu vas mieux. J'espère que tu ne me haïras pas pour toujours. J'ai regardé l'écran. Il n'y avait pas d'excuses, pas vraiment. Pas de nom non plus, mais je n'en avais pas besoin. Seule Chloé enverrait une confession qui semblait vouloir le pardon sans le demander. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant une longue minute, le téléphone reposant dans ma paume. Aucune fureur ne montait. Aucune douleur, juste l'immobilité. J'ai tapé une fois sur l'écran. Supprimé. Et comme ça, elle était de nouveau partie. Je suis sorti au soleil, l'air du matin pur et sans fardeau. Aujourd'hui, c'était le jour du lancement, la première réunion de présentation de ma nouvelle entreprise technologique. Et j'y entrais seul, ni amer, ni brisé, plus léger.
La leçon n'était pas sur la rage ou la vengeance. Elle portait sur le silence. Parce que le silence n'est pas vide, il est en attente. Et la trahison parle toujours, une fois qu'on cesse d'ignorer ce qui manque. C'était la fin de l'histoire. Chloé a supprimé les preuves. Nora les a divulguées. Perrin a fui. Tous ont fait des choix, mais un seul a choisi d'exposer la vérité quand personne d'autre ne le voulait. Alors, voici ce que je veux savoir, Nora a-t-elle bien agi ?